Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. 500 jeunes bénéficiaires du projet d'inclusion Azoli ont reçu ce vendredi la visite d'une délégation de la Banque mondiale. C'était au centre d'orientation, de perfectionnement et d'apprentissage de Ouida. C'est une visite conduite par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et qui est sanctionnée par une note de satisfaction, comme vous allez le constater dans ce journal. Nous parlerons également de la célébration de la Journée internationale de la sage-femme, commémorée le 5 mai de chaque année. Pour cette 33e édition, c'est la commune d'Abomey-Calavi qui a accueilli les manifestations officielles. C'était surtout un moment de réflexion sur l'amélioration des performances des sages-femmes en République du Bénin. Nous aurons également droit à une note cinématographique dans ce journal avec les acteurs du film Marabout Chéri qui ont organisé ce vendredi à Cotonou une conférence de presse avec leur partenaire principal Canal+. L'objectif de cette rencontre est d'annoncer au public béninois la projection de cette comédie romantique lancée depuis le 28 avril dernier et c'est Canal Olympia de Cotonou qui abrite cette projection prévue pour ce samedi 6 mai 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir. Célébration ce vendredi 5 mai de la Journée internationale de la sage-femme, c'est la commune d'Abomey-Calavi qui a accueilli les manifestations officielles de la 33e édition. La cérémonie de commémoration a servi de cadre de réflexion aux sages-femmes, surtout sur l'amélioration de leurs performances. C'était dans les locaux de l'hôtel de ville de la commune. Nous allons suivre. C'est une belle ambiance et c'est aussi l'hymne de la sage-femme. Voici comment ces vaillantes dames démarrent la célébration de cette 33e édition de la Journée internationale de la sage-femme. Cette année, le thème retenu est intitulé « Ensemble à nouveau, de l'évidence à la réalité ». Il a été dit qu'à travers ce thème, nous devons reconnaître les preuves qui soutiennent notre profession et qu'on doit transformer en respect, en autonomie, en conditions de travail améliorées pour les sages-femmes et en meilleurs résultats pour la santé des femmes et des familles. Et quand il s'agit de leur autonomie, le partenaire du projet Suède a un programme bien concocté pour ces sages-femmes. Ceci non seulement pour l'importance de leur rôle, mais aussi pour l'autonomisation des femmes en général. Bien conscient du rôle ô combien important de la sage-femme, que le projet Suède, mis en place par le gouvernement avec l'appui financier de la Banque mondiale, soutient la tenue de ce grand événement qui nous réunit tous avec le soutien d'autres partenaires techniques et financiers, dont l'UNFPA, l'OMS et l'UNICEF. La célébration de la Journée internationale de la sage-femme, c'est aussi une occasion de réflexion sur leurs conditions de vie et de travail, ainsi que les défis et perspectives. Actuellement, c'est le projet du mentorat clinique de la sage-femme qui s'impose dans les débats. Après le moment de sensibilisation, de dissuasion, viendra celui de la répression des comportements indélicats. Mon souhait le plus profond est plus qu'aucun infirmier ou sage-femme ne soit auteur de pratiques non conformes à la réglementation. Je souhaite que vous soyez des exemples et une source d'inspiration pour la génération montante, non seulement par la qualité de vos prestations, mais aussi, surtout, les valeurs que vous incarnez. Les meilleures sages-femmes mentors identifiées sont accompagnées pour mieux accomplir leur mission. Elles sont désormais dotées de matériel roulant. Ceci grâce au partenariat avec le projet Suède. Déroulement du projet d'inclusion Azoli, 500 jeunes bénéficiaires ont reçu la visite d'une délégation de la Banque mondiale. C'était dans la matinée de ce vendredi 5 mai 2023 au centre d'orientation de perfectionnement et d'apprentissage de Ouida. La visite conduite par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi est sanctionnée par une note de satisfaction. Teddy Godalo pour les détails. Des jeunes en pleine situation d'apprentissage professionnel de réparation des lampadaires solaires. Ils proviennent de tous les départements du Bénin et ont fait objet d'une sélection rigoureuse grâce au projet Azoli. Lors de la première semaine, on nous a appris le démontage, le montage des panneaux solaires, des batteries, des régulateurs, des luminaires. Je suis tellement ravi de cette formation parce que lorsque j'étais au village, j'avais l'idée de faire ça, mais les moyens ne me permettent pas d'aller en apprentissage. Et d'après quelques temps
dans une forum, j'ai reçu le message et je me suis précipité pour aller s'inscrire. Donc c'est comme ça, après l'inscription, nous avons fait un test de recrutement. Donc après le test là, je me suis retrouvé ici. Nous sommes en train de former les jeunes sur les métiers déjà de compréhension de la conception d'un lampadaire, pour pouvoir les assembler, les réparer et faire la maintenance, que ce soit des lampadaires LED conventionnels comme des lampadaires solaires. Derrière le projet d'inclusion à Zoli, c'est plusieurs partenaires dont la Banque mondiale. Et pour constater les impacts de leur contribution financière, ils sont ici dans le centre d'orientation de perfectionnement et d'apprentissage de Ouida, dans le département de l'Atlantique. Et nous sommes venus leur montrer à quoi sert le financement qu'ils nous apportent, et ils ont pu voir eux-mêmes, les jeunes, au travail, en apprentissage, ce à quoi ont servi les différents déblocages de fonds que nous avons reçus pour accompagner ce projet. Comme vous pouvez le constater, le rôle de l'ANPE, qui est d'accompagner les jeunes à l'insertion professionnelle, c'est cela que nous venons faire ici. Ces jeunes seront formés pendant 6 mois avec l'accompagnement d'une entreprise privée, ADMEC, avec qui nous sommes en partenariat. Et à la suite de cette formation, nous allons réaliser le plus important, l'insertion professionnelle. L'entreprise ADMEC se promet déjà d'en recruter 200. Les 300 autres, les différents dispositifs de l'ANPE nous permettront de les accompagner à soit s'auto-employer, soit être recruté par d'autres entreprises. La visite de la Banque mondiale sur ce site d'apprentissage vient davantage rassurer ces 500 bénéficiaires du projet Azoli. La formation dure 6 mois avec une bonne partie consacrée aux travaux pratiques. Parlons à présent de la pratique de recherche scientifique sur les plantes médicinales et les propositions pour améliorer leur efficacité et surtout leur impact. C'est autour de cette thématique d'ailleurs que s'est déroulé le café scientifique avec des chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi. La cérémonie a eu lieu à l'université en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Comment promouvoir la médecine traditionnelle à travers les plantes? La question préoccupe ces chercheurs scientifiques ici rassemblés autour de la table ronde. Une initiative de l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles de l'université d'Abomey-Calavi. Nous avons pu mobiliser un petit financement pour ce café scientifique dont le but est véritablement de fédérer tous les acteurs autour des questions suivantes. Que faisons-nous pour une meilleure résilience du secteur de la médecine traditionnelle? Comment tirons-nous leçon de ce qui est existant pour mieux nous propulser et nous mettre véritablement au niveau d'autres nations africaines et internationales? La médecine traditionnelle se veut un levier important dans le développement économique du Bénin. Cependant, elle reste minée par un véritable problème d'inefficacité et de contrôle de qualité. Le problème d'originalité est une préoccupation majeure car il arrive souvent que des tests similaires soient effectués plusieurs fois sur les mêmes plantes par les différents chercheurs avec des résultats différents. Il n'y a que la recherche scientifique et Léonore Yahi Ladékan n'a ménagé aucun effort pour soutenir l'initiative, pour qui d'ailleurs la valorisation de la médecine traditionnelle fait partie intégrante du programme d'action du gouvernement. Au niveau de la politique du gouvernement en matière de recherche de l'innovation, nous avons eu des orientations sur la nécessité de valoriser le savoir-faire alors local. Et tout un axe stratégique a été dédié à cela. La valorisation des savoirs endogènes, parce que nous savons faire beaucoup de choses.
à l'issue de cette table ronde sur la pratique de recherche scientifique sur les plantes médicinales, propositions pour améliorer leur efficacité et leur impact. D'importantes recommandations sont faites en présence de l'autorité ministérielle, notamment la création d'un laboratoire de la médecine traditionnelle. Dans le cadre des préparatifs du CEP prévu pour démarrer le 5 juin prochain, il a été procédé ce vendredi au tirage au sort des épreuves à option. Ainsi, en éducation artistique et art, c'est l'épreuve de couture qui est choisie. En éducation physique et sportive, les candidats composeront en gymnastique et lancer de balles. La cérémonie de tirage au sort s'est déroulée à Porto Novo en présence du ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimi. Suivant. Les épreuves tirées servent à mesurer chez nos candidats et candidats leur génie artistique et leurs aptitudes physiques. C'est pour sacrifier à cette tradition que nous sommes tous mobilisés en ce lieu cet après-midi. Une fois le tirage fait, à coup sûr, il incitera nos vaillants directeurs d'école et enseignants titulaires des cours moyens deuxième année à redoubler d'ardeur en mettant un point d'orgue sur l'élaboration puis l'administration d'instruments de mesure en rapport avec ces épreuves dans leur pratique quotidienne de la classe, dans le but d'affiner la préparation de leurs candidates et candidats. Ainsi, le tirage permettra-t-il à nos candidats et candidates de se déterminer plus que jamais en vue de se maintenir avec assurance dans la trajectoire des compétences ainsi ciblées pour être évaluées. C'est le lieu pour moi de saluer chaleureusement nos valeureux directeurs et enseignants en charge des cours moyens deuxième année qui, le cœur à l'ouvrage, assurent sans désemparer l'encadrement de leurs candidats et candidats avec abnégation et professionnalisme, motivés par l'unique souci de les voir triompher tous du certificat d'études primaires. Et pendant ce temps, des acteurs de l'école béninoise réfléchissent depuis ce mardi sur la nécessité d'une éducation à la citoyenneté mondiale. C'est à la faveur d'un atelier de formation des acteurs du réseau des écoles associées à l'UNESCO. Objectif, promouvoir une éducation qui favorise la paix, la justice sociale et le développement durable. Les travaux se déroulent à Lokossa dans le département du Mono. Narcisse Alosser pour le compte rendu. Des acteurs du monde éducatif appartenant au réseau des écoles associées de l'UNESCO mobilisés ici à Lokossa pour une réflexion à l'instauration d'une éducation à la citoyenneté mondiale. L'éducation à la citoyenneté mondiale est une mission essentielle pour notre époque. En effet, nous vivons dans un monde de plus en plus interconnecté où les événements dans un coin de la planète ont des répercussions sur les autres. Dans ce contexte, il est de plus en plus important d'inculquer aux générations futures une conscience de leur place dans le monde et de leurs responsabilités envers les autres humains et envers l'environnement. Du coup, ces acteurs de l'école béninoise qui interviennent dans les départements du Mono, du Koufou et du Borgou s'offrent la principale mission d'œuvrer à la promotion d'une éducation qui favorise la paix, la justice et le développement durable. Un exercice qui se fera avec le soutien de l'UNESCO. Nous voulons apporter notre contribution à l'atteinte de la cible 4.7 de l'ODD 4 qui appelle les pays à faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation en faveur du développement et de modes de vie durables, des droits de l'homme, de l'égalité des sexes, de la promotion d'une culture de paix et de non-violence. 2 jours durant, les participants auront à explorer de nouvelles approches pédagogiques et de nouveaux outils pour aider leurs apprenants à devenir des citoyens d'un monde conscient
et responsables. Mesdames et messieurs, nous allons apprendre les uns des autres, tisser des liens et renforcer notre engagement envers notre mission commune. Ensemble, nous pouvons faire une différence dans la vie de nos élèves et contribuer à un monde meilleur pour tous. 2 jours de réflexion donc, dont les résultats seront soumis à l'appréciation des gouvernants pour validation. Un processus dont la finalité est de parvenir à une éducation transformative à l'horizon 2030. L'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat a tenu ce 4 mai sa première session ordinaire au titre de l'année en cours. C'était en présence de plusieurs autorités ministérielles. Voici le compte rendu de Esther Tofa sur les images de Moufid Sabouran. À cette première session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat, il est question pour les participants d'étudier et d'adopter 2 documents fondamentaux. Le règlement intérieur pour codifier notre savoir-vivre en commun et le manuel de procédures opérationnelles, administratives, comptables et financières compatibles avec notre statut d'établissement public. Mesdames et messieurs, c'est donc à juste titre que la présente session sera consacrée à l'étude et à l'adoption de ces 2 documents de base nous permettant de faire fonctionner notre institution consulaire en parfaite adéquation avec les thèses de la République. En présence des représentants des ministères du cadre de vie, de la décentralisation, des enseignements techniques et de la formation professionnelle, les élus consulaires ont échangé sur les sujets relatifs à la vie et au fonctionnement de la jeune institution. La session de ce jour se révèle ainsi être capitale pour la Chambre en raison des principaux points inscrits à l'ordre du jour qui sont entre autres la présentation du rapport d'activité de l'année 2022, la présentation du budget réaménagé au titre de l'année 2023, la présentation pour adoption du régime indemnitaire applicable aux élus, la présentation pour adoption du règlement intérieur et des grandes lignes du manuel de procédure qui constituent des documents très importants sans compter les divers autres points inscrits à l'ordre du jour. La Chambre des métiers de l'artisanat a pour mission de promouvoir les activités des professionnels de ce domaine. Elle a été instituée par le chef de l'État dans le souci d'assainir le secteur au Bénin. Son assemblée consulaire est constituée de 80 membres officiellement installés en septembre 2022. À Cotonou, les responsables de Lions Club international du district multiple K103 ont tenu la réunion du Conseil des gouverneurs. Il s'agissait pour eux de faire le bilan des actions et de trouver des solutions aux difficultés qui entravent le bon fonctionnement de ce regroupement international. Dédi Godalo pour le compte rendu. Des hauts responsables de Lions Club international du district multiple K103 à la sortie d'une séance d'échange. Il s'agit de la réunion du Conseil des gouverneurs au cours de laquelle ils font le point des activités effectuées à quelques semaines de la fin de leur mandat. Aujourd'hui, nous avons tenu la réunion du Conseil des gouverneurs. La réunion du Conseil des gouverneurs donc, qui regroupait les 5 gouverneurs du district multiple qui ont donc échangé, fait les rapports sur la vie de chacun des districts pour qu'on puisse prendre des résolutions, pour que nous puissions continuer d'avancer. La séance se tient en prélude à la tenue du 42e convention et du congrès du district multiple K103 prévu pour le samedi 6 mai 2023. Une rencontre de haut niveau qui va se dérouler autour de la thématique intitulée « La diversité et l'inclusion des atouts pour le district multiple ». Alors c'est un thème qui est fixé en fonction des enjeux. La diversité parce que nous sommes 22 pays. Il y a des francophones, des lusophones, des anglophones. Donc ça fait beaucoup de différences. Mais cette différence, nous devons l'exploiter intelligemment. C'est pourquoi ça constitue des atouts. Chaque culture a sans doute quelque chose à apporter aux autres cultures. Durant 112 heures, ces responsables du Lions Club international du district multiple K103 sont donc appelés à réfléchir sur l'avenir de leur regroupement.
Alors à présent dans la commune de Dangbo où la taxe dénommée taux de contribution au développement local prélevé sur les porcs et petits ruminants vendus est désormais fixée à 200 francs CFA. Ainsi en a décidé le conseil communal de la ville en sa deuxième session ordinaire au titre de cette année 2023. Les travaux se sont déroulés à l'hôtel de ville avec plusieurs autres questions débattues pour le développement de la commune. Les détails avec William Cliquant. Ces 2 jours de travaux durant, le conseil communal de Dangbo a examiné et validé le rapport d'activité du conseil de supervision. Nous avions débattu d'assez de questions, des questions réclamant la validation du conseil communal, des questions réclamant des autorisations du conseil communal et aussi le rapport d'activité du conseil de supervision pour janvier, février, mars et avril aussi. Donc, c'est de ces questions que nous avions débattu. Et je crois que le conseil communal est resté favorable à pratiquement toutes les décisions prises par le conseil de supervision. La feuille de route pour l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement de la commune a aussi été validée. Les élus communaux de Dangbo, en plus du débat à propos du plan de mobilisation des ressources pour la santé communautaire, se sont penchés sur le commerce de petit bétail. Ils ont baissé le coût de la taxe dénommée taux de la contribution au développement local sur les petits ruminants et le porc vendu à 200 francs CFA. Que cela vous souvienne que le 29 juillet 2022, le même conseil communal a porté le taux à 300 francs, sachant que la loi lui permet de fixer le taux entre 100 francs et 500 francs par tête d'animal vendu. Donc quand le conseil avait porté à 300 francs, et au regard des discussions qui ont été faites avec les acteurs du marché à bétail et les vendeurs de petits ruminants et de porcs, le conseil communal a décidé de réexaminer et de revoir le taux, donc quelque peu à la baisse. Donc de 300 francs, le conseil communal est revenu donc à 200 francs pour faciliter le paiement de cette taxe que nous rappelons, dont le paiement est du ressort plutôt des acheteurs de porcs et de petits ruminants. C'est vrai que la loi prévoit que ce soit le vendeur qui intègre ça dans son prix de vente et qui rétrocède ça à la commune. Mais il demeure que c'est l'acheteur qui doit payer cette taxe-là. D'autres préoccupations de la commune de Dangbo, comme le rapport de la commission des affaires domaniales et environnementales relatif au domaine de l'ex-Carder, ont aussi été évoquées. Le ministère de l'économie et des finances change de fusil d'épaule dans sa lutte contre l'exercice illégal de collecte de l'épargne publique au Bénin. Après les mesures coercitives annoncées, les responsables de ce ministère ont décidé d'aller à la rencontre des élus locaux pour les sensibiliser sur cette problématique. Une initiative portée par l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, dont les responsables ont sillonné cette semaine 4 communes du pays. Le point avec Narcisse Alossé. Souhaiter la bienvenue ce jour. 4 communes, Aplaoué, Komé, Lokossa et Ouida, ont reçu la visite de cette délégation du ministère de l'économie et des finances dans le but de renforcer l'implication de l'État central dans la lutte contre l'exercice illégal de collecte de l'épargne publique au Bénin. Et comme vous le savez, nous avons noté il y a quelque temps une recrudescence de ces initiatives-là en dépit du passé douloureux du Bénin. Donc nous avons décidé de mener une campagne de sensibilisation vis-à-vis des populations et des élus locaux. Et face aux élus locaux et autres leaders d'opinion, les émissaires du ministère de l'économie et des finances ont insisté sur le cadre juridique régissant les activités financières au Bénin. Donc lorsque quelqu'un veut s'installer dans leur localité, la première chose qu'ils ont à savoir, c'est de vérifier si cette personne-là a l'agrément pour mener ses activités. Ce que l'État vient de faire, le ministère vient de faire, nous allons le dupliquer au niveau des radios locales pour aller faire des émissions. Il faut que le message descende vers le bas peuple pour que les gens soient le plus informés. Des canaux de relais prêts donc à atteindre les cibles visées
pour donner un contenu au travail d'assainissement du secteur de la microfinance. Travail commencé depuis l'arrivée du régime de la rupture avec des performances remarquables. En effet, dans le cadre de l'exécution du programme d'assainissement du secteur de la finance décentralisée, il a été mis en place un mécanisme de veille permanente impliquant tous les acteurs à divers niveaux, ce qui a permis la détection précoce et la fermeture des initiatives informelles de collecte de l'épargne publique et d'octroi de crédit, réduisant donc les risques de spoliation des populations de nos villes et campagnes. Au 31 décembre 2022, le secteur présente 111 institutions agréées qui exercent sur l'ensemble du territoire national à travers 795 points de service. Ce secteur présente également un encours de crédit se situant autour de 258 milliards de francs CFA, un encours de dépôt de 181 milliards de francs CFA, avec une clientèle desservie se situant autour de 3 300 000 bénéficiaires et pour plus de 6 000 emplois créés. Des chiffres qui montrent la nécessité d'encadrer ce secteur, d'où cette tournée de sensibilisation des populations. La croisade se poursuit et bien d'autres communes du pays recevront cette délégation dans les jours à venir. Parlons cinématographie à présent. En séjour au Bénin, les acteurs du film Marabout Chéri ont organisé ce vendredi à Cotonou une conférence de presse avec leur partenaire principal, Canal+. L'objectif de cette rencontre est d'annoncer au public béninois la projection de cette comédie romantique lancée depuis le 28 avril dernier. Et c'est Canal Olympia de Cotonou qui abrite cette projection prévue pour ce samedi 6 mai 2023. Le point de la conférence de presse avec Ingrid Day. Le film Marabout Chéri, en projection à Canal Olympia de Cotonou, ce samedi 6 mai 2023 à 20h. C'est l'essentiel à retenir de cette conférence de presse animée par des acteurs de cette comédie romantique en collaboration avec leur partenaire principal, Canal+. Je suis très heureuse de tout ce que je vois, de l'accueil, surtout de l'accueil réservé au film. Comme je l'ai dit, c'est un challenge pour nous qui faisons le cinéma grand écran. C'est un challenge de faire en sorte que son film soit vu et soit adopté par tous les pays de l'Afrique, même quand ces pays-là n'ont pas d'acteurs dans le film. Ça montre qu'il y a une vraie résonance en fait en termes de cinéma. Et je suis contente. On est là effectivement pour dire merci aux cinéphiles qui ont bien accueilli le film. On m'a dit depuis le 28, le film est en salle et les salles sont combles. C'est très bien. Ce qui est sûr, il y a de très grosses leçons à tirer de ce film, vraiment. Et je vous invite à le voir. Et puisque généralement les interprétations sont différentes, c'est sûr que mon interprétation ne sera pas forcément la même, mais il y aura une leçon aussi pour vous. Pendant près d'une heure, les conférenciers se sont entretenus avec les hommes des médias et partenaires sur le bien fondé de cette comédie romantique pleine de rebondissements. D'une durée de 82 minutes, ce long métrage aborde des thématiques telles que celle d'un couple qui part à la dérive, la corruption et le maraboutage. Le projet, déjà, il est assez intéressant. Il est porté par des gens qui ont un background qui est plutôt intéressant aussi. Et c'est surtout les moyens de production et toute la technicité qui avait été promise au départ. On a quand même à la réalisation Luis Marquez, qui a quand même apporté une touche particulière à une production précédente, Les Trois Lascars, qui a été multiprimée à une édition du FESPACO. On a comme chef opérateur Aziz Diallo, qui reste quand même l'un des meilleurs de la sous-région ouest francophone, ainsi de suite. Donc ce sont autant d'atouts qui ont plaidé, je pense, en faveur de la production et qui ont penché positivement de mon côté à la prise de décision. En tout cas, on a les talents. Et les talents sont déjà là. Souvent, ils sont même en dehors du Bénin. Et donc, il faut qu'on puisse, en tout cas nous, avec A+ Bénin aussi, c'est notre ambition, de faire revenir ces talents acteurs de l'audiovisuel au Bénin pour travailler sur des projets béninois et avec aussi des talents panafricains aussi, si c'est possible. La projection au cinéma aura bien lieu en présence des acteurs. Prenez donc le rendez-vous à Canal Olympia de Cotonou pour vivre un moment inoubliable.
Comme annoncé en grande pompe, la deuxième édition du marathon Bivebest s'est tenue le dimanche 30 avril dernier. Jeunes, enfants, handicapés, vieux, béninois et étrangers ont massivement répondu présents à ce rendez-vous sportif. Nous allons ensemble revivre les temps forts de l'événement. Ils sont sortis par centaines pour être le best, c'est-à-dire le meilleur. Et c'est selon leur catégorie sur des distances de 5, 10, 21 et 45 km. La deuxième édition du marathon Bivebest s'est ouverte à toutes les couches sociales du Bénin. Il n'y a pas de grandes choses. Je ne me suis pas forcée tellement que la course était tellement facile pour moi. Il faut du courage. Dans chaque chose là, c'est du courage et la passion. Sans le courage, vous ne pouvez rien faire. J'invite mes frères ghanéens à participer. Nous représentons une forte communauté ici au Bénin. Quelques heures après le coup d'envoi, les premiers ont commencé à se succéder à la ligne d'arrivée. Pour certains, c'est une actualisation de leur record par rapport à la première édition du marathon. Le chèque d'1 million de francs CFA est décerné à la béninoise Benti Jericho. Je suis très contente d'avoir remporté la première place. L'année passée, j'ai occupé la deuxième place dans mon pays. Et je me suis posé plusieurs questions. Pourquoi dans mon pays? Donc, il faut revoir mon entraînement. Et c'est ainsi que j'ai eu à remporter la première place cette année. Je suis très contente. Et tous ces organisateurs, je les remercie infiniment. Le marathon a couvert presque tous les arrondissements de la ville de Cotonou. Pari gagné pour la mairie de Cotonou, partenaire de l'événement qui encourage l'initiative. Du côté des organisateurs, on se projette déjà sur l'avenir. Nous voulons faire du Bénin une terre de marathon. Ça fait 5 ans que nous avons commencé et depuis 2-3 ans, le marathon de Cotonou est inscrit dans le calendrier international. Et donc nous voulons faire de plus cela un très grand marathon. Vous voyez, il y a plus de 20 de nationalités qui étaient là. Les prix ont été gagnés par les Ghanéens, des Nigérians, des Allemands et des Français. Et donc nous voulons avoir plus d'étrangers encore et avoir beaucoup plus de moyens pour primer plus. Vous savez, certains athlètes internationaux ne sont pas venus parce que le prix que nous attrayons, le meilleur et le plus grand prix, c'est 1 million. C'est insuffisant. Donc nous faisons appel aux sponsors pour nous aider à révéler le Bénin en matière de marathon. Bivebest 2023 est donc désormais conjugué au passé et rendez-vous à l'année prochaine. En sport toujours, nous allons parler de la fête du vélo avec la 18e édition du Tour cycliste international du Bénin. L'épreuve lancée mardi dernier à Parakou a connu sa 3e étape hier jeudi. Une étape griffée World Coca du nom de ce produit de la Sobebra, prisé au sein du public. L'étape Abomey-Komé, longue de plus de 140 km, a été gagnée par l'Algérien Yassine Hamza. Voici le compte rendu de cette étape avec Narcisse Alossé. Dans un décor gracieusement offert par World Cola, l'Algérien Yassine Hamza franchit le premier la ligne d'arrivée ici à Komé au terme de la 3e étape du Tour cycliste international du Bénin dans sa 18e édition. Oui, ça a été dur. Je remercie l'équipe pour ce travail merveilleux. Après, quand j'ai rentré, on m'a ramené toutes à 20 km dernier. On m'a ramené toutes les courses, toutes les échappées qui sont être attaquées. Ils roulent derrière eux jusqu'à 500 mètres de l'arrivée. J'ai pu perdre le sprint et j'ai pu gagner cette étape. Deuxième victoire en 3 étapes pour le Fennec du cyclisme qui coiffe au poteau le Marocain Achraf Ekdogmin, vainqueur de la première étape et qui garde le maillot jaune à ses épaules. Le premier béninois à franchir la ligne d'arrivée au bout de 740,52 km, c'est le jeune coureur Ricardo Sodjede, classé 8e. Au départ, on a dû suivre le peloton parce qu'on a mis dans la tête c'était une longue étape. Parce qu'hier, on a fait 156 km. Bon, on a dû un peu épuiser, donc on a dû contrôler la course. Bon, sur les derniers kilomètres, j'ai appris que dans les 3 derniers kilomètres, il y a un virage. Donc, je me suis vite positionné pour prendre le virage et faire le sprint pour faire le sprint final. Une performance provoquée aussi par la société béninoise de brasserie,
dont la nouvelle boisson gazeuse World Cola a pris cette étape à Bomé-Koumé pour la deuxième année consécutive. Il faut dire que l'année passée, nous avons lancé World Cola en profitant de l'opportunité que nous offrait le Tour international du Bénin. Et c'était une très bonne expérience. Et cette année, nous avons voulu encore réitérer l'expérience et partager cette vague de fraîcheur, de rafraîchissement, de partage de bonheur, de convivialité avec la commune de Komé, qui a été la commune qui a révélé en quelque sorte la marque World Cola à toute la population béninoise et à tout le marché du Bénin. Une boisson rafraîchissante au goût de cola qui fait plonger tout consommateur dans un monde de sensations fortes à travers des moments de convivialité et de bonheur. Pour le mariage avec le Tour cycliste international du Bénin, il y a un vœu. Je pense que parmi les vœux pour l'année 2024, c'est de souhaiter que World Cola fasse partie de l'aventure de la 19e édition du Tour international du Bénin. Sur la ligne de départ de cette 18e édition, 12 pays pour 13 équipes, dont 2 pour le Bénin. Les coureurs sont appelés à parcourir 168 km en 5 étapes, traversant 10 des 12 départements que compte le Bénin. Voilà, ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bon début de week-end à chacun et à tous.